Bonjour les sexy curieux et curieuses, ici Catherine, votre coach de vie sexuelle. Puis aujourd'hui, j'ai ma capsule numéro 2 sur la sexualité et nos aînés. Euh, je suis avec mon invitée spéciale, Anne-Lise. Je te laisse te présenter. J'aimerais ça que tu nous redises c'est quoi ton travail, c'est quoi ton rôle face à la sexualité et nos aînés. Bonjour, moi, c'est Annelise Bourassa. Je suis éducatrice spécialisée, dans le fond, dans une équipe là, de deuxième ligne SCPD qu'on appelle. Donc, moi, je travaille auprès des gens aînés qui ont des troubles cognitifs et je suis étudiante au microprogramme à l'UQTR en sexologie. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Ce qu'on va faire d'un peu spécial, qui est différent de la dernière vidéo, on va répondre à des mythes. Donc, on va démystifier certains mythes que l'on pourrait avoir concernant la sexualité et nos aînés. Tout simplement pour ouvrir la discussion, si c'est pas déjà fait, peut-être avec vos aînés, ou simplement pour changer de perspective, puis voir que la sexualité et la vieillesse, ben, ça peut aller main dans la main sans que ce soit gênant ou que ce soit un problème. Donc, mythe numéro un, ça va être pour toi, Annelise. Les personnes âgées ne peuvent pas avoir de relations sexuelles parce que leur corps est trop vieux ou trop malade. Eh bien, c'est très faux. En fait, il y a pas d'âge, hein, pour avoir des relations sexuelles, pour avoir du désir. Le corps peut fonctionner encore là, jusqu'au décès de la personne. Donc, il peut y avoir encore des érections pour les hommes là, jusqu'à la toute fin de leur vie. Donc, c'est un mythe, ce n'est pas vrai. Il y a pas à moins d'avoir une condition physique particulière, là, ce n'est pas une maladie d'Alzheimer qui va faire ou la vieillesse tout simplement, hein, le vieillissement normal qui va faire qu'on n'a pas de vie sexuelle puis qu'on n'a pas de sexualité. En même temps, je rajouterais même que pour ce qui peut avoir diminué, on va souvent parler par exemple de sécheresse vaginale ou de diminution justement de la perception des sens, veux pas, avec le déclin des fonctions cognitives et aussi neurologiques en général. euh, il y a des solutions à ça. Le premier, moi je dirais, probablement tu vas être d'accord, ça va être patient. Oui, Donc, vraiment. se permettre justement d'expérimenter sa courbe d'excitation de manière plus lente, de manière plus longue, puis de ne pas se baser sur nos performances passées pour définir nos performances d'aujourd'hui, ce qu'elles doivent être. L'autre chose aussi, si on parle par exemple des choses comme la sécheresse vaginale, il ne faut pas hésiter à aller trouver trucs et astuces, produits pour nous aider à travers ça. Les professionnels de la santé sexuelle, mais tout simplement que ce soit le pharmacien jusqu'à la conseillère de vente de votre sex shop dans votre ville, sont là pour vous aider à trouver le meilleur produit, pour vous permettre d'avoir des relations sexuelles qui vont être agréables, puis qui seront plus, puis que la sécheresse ne soit plus un frein au niveau de la femme. Même chose pour l'homme, il y a plein de solutions qui s'offrent à vous, médicamentées et non. Donc, n'hésitez pas à vous informer, puis à pas vous laisser non plus arrêter par le fait que, OK, je deviens vieux, donc forcément, je vais arrêter d'avoir des relations sexuelles. Mythe numéro 2, les résidents des établissements de soins ou des établissements pour personnes âgées ne peuvent pas avoir de relations sexuelles. Donc, c'est interdit pour eux. En fait, ça n'est pas interdit, hein, au niveau des droits qu'ils ont, c'est un droit acquis de pouvoir avoir, là, des relations intimes. Par contre, ce qu'on observe, c'est que parfois c'est plus délicat, hein, dans les résidences, que les résidents sont inconfortables avec ça, avec le fait qu'il y ait des couples qui dorment des fois même dans la même chambre, là, des fois c'est même difficile de réussir à juste leur faire, dormir dans la même chambre. Donc on travaille fort à la laisser l'intimité, mais la notion d'intimité, dans les résidences, c'est difficile. C'est pas encore acquis, mais c'est un droit qu'ils ont. Ils ont droit à l'intimité, ils ont droit, de se retrouver ensemble dans leur chambre aussi, heu, mais c'est pas quelque chose qu'on est capable d'atteindre facilement encore aujourd'hui. Quand même contente de savoir ça, puis que justement tout le monde soit au courant de cette information-là, dans la mesure où ça peut aider justement à faire valoir les droits de nos parents qui sont possiblement en résidence en ce moment. Fait que merci de la précision. Mythe numéro 3, je vais le prendre pour moi, justement parce que tu as parlé du fait de dormir ensemble. Mythe numéro 3, si les partenaires ne dorment plus ensemble, forcément, ils font plus de sexe. Le côté du mythe par rapport à ça, c'est que oui, c'est possible que deux partenaires décident au cours de leur vie, autant à différentes étapes que leur vie, que dû justement à leur âge, qui choisissent
de ne plus avoir de relations sexuelles. L'important par rapport à ça, c'est de distinguer le fait de dormir et le fait d'avoir du sexe. C'est pas nécessairement deux choses qui doivent absolument aller main dans la main. Euh, pourquoi les différentes raisons pour lesquelles on pourrait décider de plus dormir ensemble? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent, justement. Les personnes âgées font des lits séparés. Euh, Ça peut être tout simplement une question de confort. Aussi simple que ça, parce que dans le besoin, justement, les besoins peuvent être différents. On parle d'horaires différents, on parle de besoins au niveau de la literie, du matelas. Ça peut être toutes des choses qui sont prises en compte. Puis, avec l'âge, souvent, on peut se rendre compte que en dormant mieux, on peut se permettre d'être plus présent, d'être autant plus de bonne humeur, de se rapprocher de manière différente de notre partenaire pour, dans le fond, que notre intimité s'en trouve améliorée. Donc, possiblement, à travers ça, la sexualité s'en trouve améliorée. Je veux dire, il n'y a rien qui empêche de coller deux lits ensemble, comme on dirait, tu sais. Euh, Fait que je pense que c'est vraiment important de ne pas prendre pour acquis que parce que deux personnes âgées ne dorment pas ensemble ou ne dorment pas dans le même lit, c'est forcément qu'ils n'ont pas de rapprochement quand ils en ont envie. Le mythe numéro 4, les personnes âgées atteintes, par exemple, de démence ou d'Alzheimer ne devraient pas avoir de relations sexuelles. C'est une grosse question. D'emblée, les gens vont te répondre qu'effectivement, ils ne devraient pas parce qu'ils ne sont pas aptes à consentir. Par contre, même une personne qui a un diagnostic d'Alzheimer peut consentir à un certain point. Donc, à un certain stade de la maladie, on se dit qu'effectivement, là, il n'y a plus de possibilité de consentir. Mais dans une grande partie de la maladie, la personne est apte à consentir quand même. Ça va avoir des rapports sexuels, ça va avoir une intimité avec quelqu'un. Donc, souvent, ce qu'on va entendre, c'est non, tu sais, ils ont pas la possibilité d'avoir de relations sexuelles, mais c'est faux. Ils peuvent avoir, là, jusqu'à un certain point, comme je disais, heu un consentement là, libre et éclairé. Par contre, quand ils sont en résidence, entre autres, on va demander de s'assurer régulièrement du consentement de la personne. Donc d'aller renouveler un petit peu là, ce consentement-là auprès de la personne, qui présente un trouble cognitif. Donc c'est beaucoup de travail, hein, pour les résidences, là, pour les équipes de soins, parce qu'elles doivent s'assurer que, la personne est encore consentante. Ça veut dire que si la personne ce matin-là, elle acceptait de se faire, tenir la main ou de se faire embrasser par un autre résident, mais ça se peut que 2 heures plus tard, elle nous présente des signes de refus. Donc repousser la personne, s'en aller, lui dire non. Il y a toutes sortes de signes, hein, qui vont nous dire que la personne est consentante ou non. Donc c'est vraiment, pour nous important d'aller travailler en ce sens-là pour vraiment s'assurer du consentement de la personne, heure après heure s'il le faut. Donc, souvent, c'est ce qui fait que les résidences vont dire: «Non, nous, tu sais, on préfère que ça soit non, on veut pas». Mais mettons qu'on aurait quelqu'un à domicile avec son conjoint, sa conjointe, puis même si la personne a un trouble cognitif, si les 2 sont bien là-dedans, ils peuvent continuer à avoir des relations sexuelles sans problème, là. Ouais, c'est super important justement aussi de comprendre que euh, autant pour la personne qui demande que la personne qui reçoit, surtout si on parle de côté de problèmes cognitifs, c'est que le consentement, c'est pas obligé d'être un interrogatoire non plus, selon moi. Non. Ce serait quoi pour toi, peut-être des trucs, justement, pour les personnes autour qui ont leur pleine faculté, justement, pour s'assurer du consentement? Mais en fait, ça dépend vraiment de la personne est rendue où dans sa difficulté cognitive. Ça peut être, «Êtes-vous encore bien là ici, dans la chambre de monsieur untel? Voulez-vous rester ici ou voulez venir avec moi?» Tu sais, ça peut être, simplement ça. Mais des fois, comme je dis, c'est de regarder, tu sais, les signes, non verbaux de la personne. Donc, la personne veut repousser, la personne essaie de s'en aller, la personne, elle peut, la dame, elle peut se cacher comme ça avec son chandail pour dire: «Moi, tu sais, je veux comme ma bulle». Fait que c'est vraiment de s'assurer au niveau non verbal, puis au niveau verbal, si on a un consentement, si on a quelque chose de positif. Ça peut être au niveau du faciès de la personne, si la personne elle est souriante, qu'elle se colle, qu'elle est bien, ou si la personne a un regard apeureux, qu'elle est tannée, ben là, on est dans des signes que, oups, on devrait peut-être, faire, des interventions à ce niveau-là. Fait que c'est des fois parfois délicat là, d'aller chercher, les signes de consentement, mais en même temps, une personne qui veut pas
même avec un trouble cognitif assez important, elle va nous signifier son refus, là. OK. Puis pour les personnes qui auraient besoin d'un guide personnel, donc pour les gens qui vivent avec une personne en ce moment puis qui aimeraient augmenter leur question ou leur manière de proposer consentement, je vous laisserai un guide de questions à poser, qui sont toutes des variantes justement de comment demander un consentement sans que ça soit nécessairement un est-ce que tu veux, qui peut être parfois un peu agressant comme manière de demander le consentement. Mythe numéro 5, j'ai pas besoin de parler de sexe avec mes grands-parents ou mes parents, selon la situation. Il y a un immense bénéfice à parler de sexualité avec nos parents. Autant pour nous, ça nous permet de connecter de manière différente, donc d'accepter nos parents comme des êtres humains à part entière. J'ai déjà fait un peu ce parallèle-là dans une de mes vidéos où je parlais justement de l'achat de sextoys pour les ados parce que eux aussi développent des besoins, eux aussi ont besoin d'une reconnaissance là-dedans dans leur nouvelle sexualité. Ben pour le parent, pour le grand-parent, c'est un peu le même concept. Ils ont besoin d'une reconnaissance de leurs besoins. Il ne faut pas les invalider puis leur faire voir que leur sexualité doit se terminer parce qu'ils sont rendus à un certain âge. Donc, comment on aborde le sujet, c'est d'y aller de manière le plus neutre possible. Donc, de ne pas se laisser porter par ses propres jugements envers la sexualité en général ou envers la sexualité qu'on pense que nos parents pourraient avoir. Il faut simplement travailler sur l'ouverture, puis leur donner de l'espace pour s'exprimer. Puis c'est pas obligé d'être la grosse discussion, justement, de 3 heures. Ça peut venir tout simplement par petits apports quotidiens ou à la semaine, donc hebdomadaire, sur qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils ont vécu cette semaine, est-ce qu'ils ont un intérêt envers une personne, puis à travers de là, de simplement leur permettre de trouver des outils, leur permettre de venir demander s'ils ont besoin de différents outils. Justement, je parlais de jouets sexuels. Ce sont des excellentes options pour continuer de leur permettre d'explorer leur sexualité ou de rester épanouis dans leur sexualité, tout en acceptant puis en encourageant justement d'une manière saine le développement de cette sexualité-là. Donc, en ne la jugeant pas puis en ne la mettant pas de côté comme quelque chose qui n'existe pas. Annelise, rajoute là-dessus, s'il te plaît. Je suis sûre que tu as encore plus de trucs et d'astuces pour ce mythe. Ben, en fait, ce que j'aurais envie de dire, c'est que on s'aperçoit à force de discuter avec eux, qu'ils ont beaucoup de choses à nous raconter, qu'ils sont contents de nous raconter, des choses, des belles histoires d'amour qu'ils ont vécues, des beaux moments qu'ils ont vécus aussi dans l'intimité. Fait que des fois, c'est nous, hein, qui met la barrière entre nous et des personnes aînées, alors qu'eux autres, ils sont, confortables parfois à se raconter. Ça dépend des générations encore là. Il y a des générations là qui c'est plus tabou, mais de façon générale, là, on se rend compte que, ils ont du plaisir à nous raconter, qu'ils ont eu une jeunesse, qu'ils ont vécu des choses, qu'ils ont essayé des choses, puis de se rendre compte qu'on accepte, qu'ils soient encore des personnes à part entière, qu'ils soient encore des personnes qui ont une sexualité. C'est comme si, ça leur donne un petit vent de vie, j'ai envie de dire, parce qu'on leur donne la possibilité d'être épanouis, puis de nous en parler de ça. De pas cacher ça comme étant quelque chose de pas correct parce qu'ils sont rendus à un certain âge. Donc j'invite vraiment les gens à en parler puis de dire, «Toi, grand-maman, toi, grand-papa, comment tu as vécu ça?» Tu sais, des fois, on peut passer par l'amour, par l'affection, par l'intimité, puis on se rend compte que, oups, on a des beaux petits sourires, qui arrivent, puis sont prêts à nous raconter des choses. Fait que c'est d'y aller dans la douceur, puis c'est sûr, de s'assurer que la personne est confortable, mais je pense qu'on connaît nos gens aussi, là, mais de pas avoir peur d'ouvrir la porte. On voit qu'un coup, qu'elle est ouverte, là, ça l'ouvre grand, grand généralement. Le dernier mythe, donc le mythe numéro 6, le sexe, c'est juste pour les jeunes personnes attrayantes. C'est c'est pas la faute de personne parce qu'on on laisse les choses arriver quand même, mais le portrait de la sexualité qui est mis dans les médias, donc qui est propagé partout dans les médias, joue de manière très négative sur, justement, de un,
le fait que le corps devient de plus en plus âgé, donc change avec le temps. Il faut se rendre compte que la diversité corporelle inclut justement les différents âges, que c'est pas juste une diversité corporelle en termes de poids, de grandeur ou de physionomie, mais aussi en termes d'âge. Puis même dans le mouvement de body positivism, il y a un petit peu, encore un petit biais qui reste par rapport à l'âge. C'est pas encore mis de l'avant à 100%. Euh, donc, non, le sexe, c'est pas juste une affaire de jeunes. Je pense que vous l'avez compris un peu à travers les autres mythes auxquels on a fait face aujourd'hui puis qu'on a démystifié aujourd'hui. Il y a de plus en plus de producteurs de pornographie qui commencent justement à mettre de l'avant des personnes âgées, donc pas du tout en rapport avec des fétiches, vraiment à part entière, comme donc dans des scénarios qui sont complètement juste euh, communs, donc même amateurs pour encourager justement les personnes de tous les âges à comprendre que la sexualité, ça se vit à tous les âges, pas seulement de 20 à 40 ans. Ben, en fait, je pense que, tu sais, avec l'âge, là, on se transforme aussi, puis, on transforme nos goûts puis nos envies aussi, puis fait que ce qu'on aimait quand on était jeune, c'est pas nécessairement ce qu'on va aimer aussi, plus tard, hein, quand on est âgé. Effectivement, qu'à un moment donné, ça se transforme. Notre regard face à la vie, face aux autres, change aussi. À un moment donné, on vient qu'on voit autre chose. Fait que je pense que non, c'est pas nécessairement, puis le corps, ça reste, une enveloppe, là, dans le fond. Fait qu'on on y va, je trouve que la personne âgée, ce que j'observe, c'est qu'ils vont davantage sur la personnalité. Quand on leur parle, là, «Pourquoi vous l'aimez cette personne-là?» «Ah ben, il est gentil», puis «Ah ben, tu sais, il me flatte les mains, ah» tu sais, fait que c'est souvent, c'est ce qu'on voit, c'est qu'ils parlent beaucoup moins du physique, mais qu'ils voient autre chose que le physique. Fait que ça, je trouve ça beau parce que ça se transforme, tu sais, c'est pas, ils voient autre chose. Ils voient à travers, ce que la personne leur apporte et non à travers le physique. Fait que ça, je trouve ça magnifique. Ça l'est vraiment, t'as absolument raison. Donc, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui à démystifier quelques tabous, quelques mythes, peut-être des idées préconçues que vous aviez sur la sexualité des aînés. Si vous en avez d'autres, si vous avez d'autres mythes auxquels vous aimeriez avoir des réponses, mettez-les dans les commentaires. On va répondre. On va prendre le temps de jaser avec vous. Vous êtes toujours les bienvenus, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, peu importe où vous allez trouver cette vidéo-là. Si vous avez envie de suivre Annelise, vous le pouvez. Ces liens pour la suivre vont être dans la description, donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de me suivre aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne. Puis, n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour être averti quand on va avoir d'autres merveilleuses vidéos sur la sexualité à venir vous présenter. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée, mais c'est curieux et curieuse, puis je vous dis à bientôt.